Bonjour. Bonjour. Alors pourriez-vous vous présenter vos études et votre parcours professionnel? Oui, alors j'ai effectivement un parcours un peu complexe dans la mesure où, comme beaucoup de gens en fait, comme beaucoup de candidats qu'on soit, j'ai fait plein de choses très différentes avant d'être consultant à études du personnel. J'ai été directeur juridique, puis directeur financier, secrétaire général, chargé des ressources humaines, chargé de l'informatique dans des entreprises industrielles, dans des sociétés de services. Moi, j'ai bien une dizaine d'expériences dans l'étude du personnel. Ce qui est peut-être beaucoup, de nos jours, c'est mal vu. Voilà, l'étude du personnel a été créé il y a 23 ans, par moi, et c'est pas vraiment développé, mais n'a pas non plus, n'a pas démérité, puisqu'il existe toujours, ce qui n'est pas le cas de nombre de nos confrères. Notre métier étant de chasseur de tête, on est chasseurs de tête essentiellement. Et avec quelques spécialités fortes, et notamment le recrutement de juristes et d'avocats. Voilà, on a, je crois, la plus grosse base de candidats, juristes et avocats de France, puisque, dernière nouvelle, on dépasse 22 000 entrées, confirmées par l'huissier. Donc c'est une grosse base qui nous est très utile pour nos recherches. Vous avez 22 000 juristes. Vous n'avez que des juristes ou vous avez aussi d'autres... On a 20 000 juristes purs, et puis, purs ou impurs, mais c'est des gens qui font du droit tout le temps, avocats ou juristes bien sûr. Et puis on a des gens qui sont dans des métiers proches, directeur administratif, secrétaire général, des gens comme ça en fait. Ou des RH avec à la base une formation juridique. Et donc, ces personnes, vous les avez trouvées comment? On est chasseurs de tête, donc on chasse. On approche directement des candidats dans les entreprises. Alors ça, c'était surtout au début de l'étude personnelle. Maintenant qu'on commence à être connu, forcément, avec le temps qui passe, on utilise notre base de données de candidats en fait. C'est-à-dire qu'on reçoit chaque jour des CV qu'on intègre dans notre candidathèque. Et on contacte ces gens-là en priorité. S'ils sont intéressés et intéressants, on leur parle effectivement des missions en cours. S'ils ne sont pas intéressés ni intéressants, ils peuvent parfois nous indiquer d'autres candidats qui pourraient, le cas échéant, l'être. Voilà. Ce qu'on constate surtout en recevant toutes sortes de candidatures, c'est l'inadéquation extraordinaire des cursus avec les postes pour voir. Il y a très peu de diplômes qui finalement correspondent vraiment à l'activité dans les entreprises des gens. Donc voilà. Il y a certainement un tas de diplômes inutiles, il y a certainement un tas de gens qui se sont engagés dans des formations qui n'étaient pas du tout adaptées, par manque de conseils, pour un tas de raisons en fait. Mais c'est vrai que l'orientation pêche. Donc on reçoit de ces CV et on est désolé très souvent de constater que ça va poser des problèmes. Alors, est-ce que vous pourriez préciser un peu quels sont, à votre avis, les diplômes qui ne sont pas utiles Alors, je dirais que dans certains domaines, il y a trop de diplômés. Alors, je vais sans doute déplaire en disant qu'il faudrait peut-être soit sélectionner mieux l'entrée, mais sélectionner pas forcément par des examens, des concours, des choses comme ça, mais simplement bien indiquer aux gens, avec des gens compétents, bien leur dire vers quoi ils s'engagent. Parce qu'il y a beaucoup de déçus. Un exemple, les gens s'inscrivent beaucoup dans des diplômes de 3e cycle en droit international. Parce que c'est joli. Public ou privé? Privé, parfois public. Et le nombre de postes à pourvoir dans le privé était infiniment inférieur à ce que les gens pouvaient espérer. Surtout s'ils veulent rester en France. Mais même s'ils veulent aller à l'étranger, dans ce cas, ce n'est pas du droit international qu'ils vont faire, c'est du droit du pays concerné. Donc il y a plein de formations comme ça qui ne débouchent sur pas grand-chose. Et c'est pas seulement droit, c'est vrai aussi en marketing et communication, il y a énormément de gens qui se lancent là-dedans. Les langues aussi, les langues vivantes. Le nombre de diplômés en langue que nous recevons et qui finalement ne trouvent rien d'autre à faire que traducteur ou interprète alors qu'ils avaient l'intention de faire toutes sortes d'autres choses plus intéressantes. Il y a des diplômes qui, tout seuls, malheureusement, sont peu monnayables sur le marché du travail. Je reprends le diplôme de langue, s'il
si on ne lui adjoint pas finalement un diplôme de commerce, de gestion, de tout ce qu'on veut, c'est un diplôme qui a fort peu d'utilité. Voilà, pour les efforts qui ont été fournis, pour le nombre d'années d'études, qui a fort peu d'utilité. Parce qu'on se rend compte que globalement, contrairement à une idée reçue, les diplômés de troisième cycle en France se débrouillent quand même correctement, notamment en anglais. Correctement. On a fait récemment une petite étude qu'on va diffuser d'ailleurs sur notre base de données, qui commence à être un matériau intéressant, sur les compétences linguistiques de nos candidats. On s'aperçoit qu'ils sont à peu près 40% à utiliser un anglais professionnel, c'est-à-dire suffisant pour le quotidien de leur métier. Ce qui est, à mon sens, beaucoup plus important que ce à quoi on pouvait s'imaginer. On pouvait s'attendre. Voilà. En ce qui concerne, c'est quelques exemples, il y a énormément, je peux vous en donner un tas. Il y a aussi les gens qui s'engagent mal dans la vie en entrant dans une entreprise ou dans un métier qui ne leur correspond pas. Ils s'en rendent compte au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis après c'est extrêmement difficile en France de changer l'orientation. Extrêmement difficile. Nous-mêmes d'ailleurs, cabinet de recrutement, on est tenté de caser les gens dans des cases existantes, de les mettre vraiment dans des cases sans qu'on soit obligé de trop appuyer pour que ça rentre. On cherche des clones en fait, parce que nos clients cherchent des clones. Et ils cherchent des clones tout naturellement parce que, et là on aborde une autre question, c'est très difficile de licencier de nos jours, c'est toujours un problème, c'est toujours psychologiquement difficile pour les deux parties bien entendu, et financièrement difficile aussi pour les deux parties. Donc on va essayer de ne pas prendre de risques en fait. Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler, il y a malheureusement longtemps de ça, mon patron disait, tiens, ce gars qui passe là, on va l'embaucher, il a une bonne tête. On ne prenait aucun risque parce qu'on savait qu'on pourrait le licencier facilement et on savait que le gars se laisserait licencier facilement parce qu'il pourrait trouver ailleurs une autre entreprise qui réagirait de la même façon, tiens, il a une bonne tête, on va l'embaucher. On était dans un cercle vertueux. Et actuellement, on est dans un cercle vicieux. Rendant les licenciements difficiles, on rend forcément le recrutement de profils atypiques difficiles. Or, malheureusement, on constate en voyant tous les CV que beaucoup de profils sont en quelque sorte atypiques parce qu'ils ne correspondent pas forcément à la voie linéaire à laquelle on s'attendrait dans une carrière. Petite aparté philosophique. Oui, enfin, c'est très concret. Je pense que c'est très concret, oui. On ne le dit pas assez. Voilà. Oui, et donc parce que les entreprises pensent qu'on ne peut pas s'adapter, par exemple, en droit. Bon, c'est vrai que, par exemple, on a fait du droit international, on ne peut pas retourner vers le droit administratif. Non, les entreprises recrutent pas forcément en fonction des diplômes. Ce qu'ils nous demandent la plupart du temps, c'est un troisième cycle en droit, point. On se débrouille. Il ne faut pas que le droit soit trop connoté. Effectivement, pour du droit privé pur, on ne va pas chercher du droit administratif pur, etc. Mais sinon, on se débrouille toujours, d'autant plus que les formations, malgré leur titre, sont souvent plus polyvalentes, comme on le dit en fait. Le droit, c'est le droit, les bases du droit, Oui. c'est le droit, pour les contrats, c'est le droit, le contrat, etc. Mais il n'empêche que le raisonnement des entreprises, de toute façon, ne sont pas si difficiles que ça pour ce qui concerne les formations et les diplômes. Elles sont plus pour la personnalité. Et qu'est-ce que recherche un chef d'entreprise? C'est un candidat qui donne au moins l'impression de vouloir s'intégrer, de vouloir rester, de vouloir s'investir, et qui n'entre pas dans l'entreprise avec des a priori du genre puisque j'ai tel diplôme, j'ai droit à telle chose, ce qu'on entend encore assez souvent, et ce qui désole nos clients. Parce qu'effectivement, quel que soit l'intérêt et la qualité de la formation, tant que les gens n'ont pas fait leur preuve, ils n'ont droit à rien, c'est clair. Donc voilà, ça c'est le grand hiatus, c'est souvent ça. Qui est un hiatus qui est encouragé parfois par certaines grandes écoles ou par certains professeurs d'université. Chacun a tendance à préserver sa chasse gardée, sa chapelle, mais bon, ça peut faire des dégâts. D'accord. Mais comment voir cette motivation? C'est la lettre de motivation, donc? Non. Parce que sur le CV, c'est difficile. Non. Alors, le CV n'est pas
pas neutre en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Sur la forme comme sur le fond, le CV n'est pas neutre. Les gens, très souvent aussi, aiment bien se raconter, on aime bien parler de soi-même, c'est un sujet intéressant, et le CV c'est une occasion finalement de raconter sa vie, ce qu'on a fait, ce qui vous a satisfait, ce qui s'est relativement bien passé. Et c'est pas du tout ça qu'on demande, effectivement. Le CV, un bon CV pour nous c'est un CV triste, c'est-à-dire un CV parfaitement standard, où les gens se mettent à la place du recruteur et cherchent à voir qu'est-ce qui finalement va l'intéresser. Celui qui sur son CV dit j'ai toutes sortes de qualités, évidemment on ne croit pas, personne n'écrira sur un CV je suis feignant, je n'ai pas l'esprit d'équipe, je suis paresseux, je suis bête, etc. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est déjà ce que les gens ont fait, même pendant leurs études, s'ils ont été assez engagés, assez courageux pour faire un tas de choses pendant leurs études, ce qui n'est pas facile de travailler en faisant des études. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si les gens ont été assez malicieux pour finalement choisir les bonnes orientations, les bonnes entreprises, même si parfois c'est pas leur faute, c'est la faute de l'entourage. Mais bon, on regarde un peu tout ça, et puis on s'assure aussi que le CV est vraisemblable, parce que la crise attise la concurrence et incite les candidats, on comprend très bien, à vouloir gommer certains aspects de leur carrière, ou au contraire mettre en évidence, en avant un certain nombre d'aspects qui semblent plus intéressants, etc. Donc, ça, c'est le métier qui nous permet effectivement de lire ça dans le CV. Mais pour le reste, c'est surtout l'entretien qui va nous permettre effectivement, quand on a un peu de métier, de voir si les gens nous rassurent. Parce que le but de tout ça, c'est rassurer. Est-ce que les gens vont nous rassurer? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont nous rassurer sur leur capacité, leur technicité, leurs compétences, sur leur envie de rester dans l'entreprise, de s'engager, autrement dit sur leur motivation, et puis nous rassurer sur le fait qu'ils seront vraiment utiles à quelque chose dans l'entreprise. Quand on regarde un CV, nous, c'est l'utilité marginale du candidat sur le marché du travail qui nous intéresse. Et il faut que le candidat comprenne ça quand il rédige son CV. La lettre de motivation, vous en parlez, bon, nous, on ne les lit jamais. Pour 3 raisons. La première, c'est que on n'a pas le temps. On a 6 secondes à consacrer à chaque CV qu'on reçoit. Éventuellement, on lira la lettre dite de motivation si on s'intéresse au candidat, si on fait bien l'entretien. Ne serait-ce pour s'assurer que c'est une lettre qui n'est pas bâclée, qui n'est pas trop de fautes, etc. Mais bon. La deuxième raison surtout, c'est que ces lettres n'ont aucun sens, aucun intérêt dans la mesure où on ne comprend pas à la base comment quelqu'un peut être motivé tant qu'il n'a pas tout simplement eu un entretien. La seule motivation de chacun, c'est de trouver un bon job, bien payé, pas trop loin de chez lui, avec un avenir, etc. C'est normal et c'est parfaitement normal. C'est la seule motivation, mais je ne vois pas quelqu'un dire ça dans une lettre. Donc la seule motivation qui nous intéresse, c'est celle qu'on voit. La lettre, en fait, elle est la plupart du temps complètement standardisée et tous les gens souhaitent rejoindre une entreprise dynamique, prendre un tournant dans leur carrière, un virage dans leur etc. Ça présente strictement aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. Mais peut-être que l'employeur, après, l'employeur lira même pas. De toute façon, on la lit nous-mêmes dès l'instant qu'on a décidé de s'intéresser au candidat, c'est-à-dire de le faire venir en entretien. Mais c'est pas ça qui va déclencher la décision de faire venir quelqu'un en entretien. Surtout que la plupart des gens, du temps, les gens s'arrachent les cheveux pour écrire une lettre de motivation. Moi, quand j'étais candidat, je ne savais jamais quoi mettre. Et tous les candidats, c'est pareil, je vois bien. Donc la plupart disent, vous verrez en lisant le CV 6 juin que j'ai fait telle chose. Bon, d'accord, on le verra, c'est pas la peine de le dire. La chose qui est intéressante dans les motivations, c'est le post-scriptum dans lequel les gens disent, si on leur demande, s'ils répondent une annonce, si on leur dit, voilà mes prétentions. C'est toujours un élément d'abord extrêmement difficile. Les gens ne savent pas qu'on y va, mais c'est une indication pour le recruteur qui n'est pas inintéressante. Mais sinon, honnêtement, là, ça ne pas grand-chose. C'est assez récent d'ailleurs cette notion de la démotivation. Ça date d'une vingtaine d'années, enfin, une trentaine d'années.
Avant, ça n'existait pas. Avant, on envoyait une lettre d'accompagnement de CV. Vous avez bien trouvé si je mets un CV pour telle raison, je reste à disposition, et puis on signait, donc tout va bien. Enfin, voilà. Ça ne servait pas à grand-chose, et ça ne sert toujours pas à grand-chose, mais c'est devenu une mode quasiment incontournable. Même si ça commence, enfin, nos confrères commencent à tenir le même langage que nous maintenant. De dire arrêtez de faire des motivations bateau. La seule motivation que vous avez, c'est de tenir un entretien, point, et puis après on verra. Donc on pourrait mettre, je vous envoie cette lettre car je souhaite obtenir un entretien. Ça suffirait largement. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre base de données, quelle information précise vous mettez c'est un tableau Excel, c'est donc... Non, c'est pas un tableau Excel, c'est plus complexe que ça, mais cela dit, on met toutes sortes d'informations sur, bon là c'est les gens, leur nom, l'endroit où ils habitent, toutes sortes de choses qui vont à l'encontre de ce qu'on dit sur les CV anonymes. Cela dit, on ne reçoit jamais de CV anonyme. On met bien sûr comment les contacter, c'est leur adresse internet, téléphone. Et puis après, les renseignements qu'on met, c'est globalement qu'est-ce que les gens font, comment ils le font et où ils le font. Qu'est-ce que les gens font? Ça veut dire je suis commercial, je fais de la vente. Comment ils le font? Je fais de la vente directe. Et où ils le font? Je fais de la vente directe dans une entreprise chimique. Voilà, c'est le genre d'informations qu'on met. Après, bien sûr, on met le niveau du diplôme, on met les langues parlées, on met un certain nombre d'autres indications techniques, puis ça s'arrête là. Et c'est déjà très utile. Et puis on met bien sûr l'ensemble des expériences quand on les connaît, puisque dans un CV sur 100 à peu près, les expériences ne sont pas indiquées. Ou plutôt, les noms des entreprises ne sont pas notés. Donc on a entreprise fabricant du ciment, point, j'étais là, je faisais des choses. Alors, c'est des CV qu'on jette à la poubelle immédiatement pour une raison très simple, c'est que peut-être que ce candidat travaille chez un de nos clients et qu'on ne peut pas contractuellement le convoquer pour l'entretien. Voilà. Donc quand on n'a pas le nom de l'employeur, on jette. On ne peut pas traiter un CV, il n'y a pas, c'est pas ça. Voilà. Ça arrive une fois sur 100 à peu près, où les gens ne veulent pas mettre, par peur, j'imagine, qu'on aille prendre des renseignements derrière leur dos, ce qu'on ne fait jamais, ce qui est contraire à la déontologie. Si on doit prendre des références, c'est toujours avec l'accord des candidats de l'entendu. Encore faut-il qu'ils nous donnent le nom des entreprises où ils travaillent. Ce qui est une indication aussi pour nous de la taille de l'entreprise, de son secteur, de plein de choses qui peuvent être utiles. Pour une très grosse entreprise, on aura peut-être tendance à ne pas recruter quelqu'un qui n'a eu comme expérience que des entreprises artisanales et inversement. On va être tenté de penser ça, pas toujours, mais voilà, ça peut être une indication en fonction des souhaits du client. Et vous-même, vous cherchez pas des informations sur Internet, sur la personne? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Maintenant, on n'en veut pas trop à la personne si sur une page Facebook, elle est à moitié nue ou des choses comme ça. Enfin, non, c'est des péchés de jeunesse. Si effectivement, à 50 ans, les gens continuent de s'afficher à moitié nue sur une page Facebook, là on se pose des questions. Mais sinon, non, ça n'a pas de grosse importance. On n'en tire pas les conclusions. Non, on va regarder effectivement. Ce qui nous intéresse éventuellement sur Internet, c'est si les gens peut-être nous ont caché des choses. Il faut savoir que tous les CV qu'on reçoit sont arrangés. On le sait puisqu'on met à jour chaque année, on demande à nos candidats de mettre à jour leur CV chaque année sur notre candidathèque. Et on s'aperçoit que les expériences ont bougé entre-temps, que les gens qui, la première fois, avaient passé 5 ans d'une entreprise, finalement n'ont passé qu'un an ou bien l'entreprise a disparu du CV, et ainsi de suite. Et ça, c'est le cas de la plupart des CV. On n'en veut pas trop aux gens parce qu'ils arrangent, ils mettent en valeur ce qui leur semble intéressant. Il ne faut pas non plus que les CV soient complètement bidons, mais voilà. On ne pourrait pas d'ailleurs ne pas être un peu tolérant parce qu'on ne recevra plus qu'un CV. C'est plutôt ce que vous disiez, ce que vous disiez. C'est intéressant. Et dites-moi, est-ce que vous recevez des CV avec des personnes qui ont un doctorat? C'est un problème. Le doctorat est un problème puisque ça met sur le marché du travail des gens qui ont moins de 30 ans souvent et qui n'ont pas eu d'expérience pratique en entreprise.
Donc c'est des gens qu'on intègre dans nos bases de données, mais on a très peu de chances de leur proposer un job. Parce que la conjoncture est simple. Enfin, le client nous dit je veux quelqu'un qui a 4 ans d'expérience avec un troisième cycle. Voilà. Si les docteurs ont n'importe quoi, ça va. La plupart du temps, son activité professionnelle, ça aurait été une activité d'enseignement en fait, à l'université. Et c'est aussi intéressant que ça puisse paraître, c'est quand même assez éloigné souvent du souci terrain de l'entreprise. Donc on a un problème là. On a un problème avec les docteurs en droit. En tout cas, jamais en 23 ans, nos clients nous ont dit je veux un docteur ou n'importe quoi. Jamais. Et au contraire, ils ont toujours refusé les docteurs qu'on a envoyés. Pour cette raison-là, manque d'expérience terrain, manque de pratique. Même de très grandes entreprises, de très très grands groupes. Voilà. Il n'y a pas besoin d'expertise, par exemple. Non, pour un juriste je parle toujours des juristes, mais on fait comme ça, mais pour un juriste d'entreprise, on va lui demander d'avoir d'excellentes bases en droit, connaître le droit, les contrats, les obligations. Pour le reste, on lui demandera simplement, au fur et à mesure, de se familiariser avec l'activité de l'entreprise. Si c'est une entreprise de pétrole, ce sera avec le secteur de l'énergie et tout ce qui peut en découler sur le plan juridique. Mais c'est tout. On veut avant tout, et je me souviens de ce qu'un directeur juridique me disait, je veux quelqu'un qui sache lire, écrire et compter. Ah non. Voilà, on ne cherche pas des choses trop complexes en fait. Et si vraiment on a besoin d'une expertise pointue dans un domaine juridique particulier, il y a des professeurs de droit, il y a des avocats, il y a un certain nombre de gens comme ça. Pourtant, ces docteurs ont fait un master, donc... Oui, mais malheureusement, après, ils ont continué de hanter les bancs de la fac. C'est tout le problème. Ils ne sont pas allés en entreprise. Pour gagner leur vie, ils ont fait l'enseignement. Alors l'enseignement, c'est bien sur le plan théorique. Moi, j'adore aussi faire de temps en temps intervenir dans les écoles, faire de la formation, parce que ça me permet de me tenir au courant, à la fois techniquement, mais aussi de ne pas perdre le contact avec les étudiants, mais simplement manque encore une fois la connaissance de la vie réelle des entreprises, ou des cabinets d'avocats. Il y a quand même quelques avocats qui font aussi une thèse, non? Oui, absolument. Alors, il y a aussi ceux qui réussissent à faire une thèse tout en travaillant soit en entreprise, soit en cabinet, mais pas en dehors de l'enseignement, qui font des choses effectivement. CIFRE, les thèses de CIFRE, vous connaissez? Oui, notamment. Ça, c'est une formule assez intéressante. Et pour l'entreprise, le cabinet, voilà. Maintenant, il n'y en a pas énormément. Et vous vous souvenez d'en avoir recruté quand même ou... Non. Non, malgré tout, non. Peut-être parce que ça ne s'est pas trouvé, mais on n'a jamais eu cette demande en tout cas. La demande, d'accord. Mais dans votre base de données... On en a. Alors peut-être que certains ont été recrutés, parce qu'on a recruté depuis qu'on existe beaucoup de monde, mais c'était absolument jamais été un critère important. Et alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé des secteurs où il y a trop de personnes. Est-ce qu'il y a des secteurs où, au contraire, il faudrait développer? Bien entendu. Mais ce n'est pas forcément des secteurs universitaires, sauf peut-être ingénieurs. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a pas grand-chose. Créer des masters, dans quel domaine créer des masters? Je ne sais pas s'il faut créer tant de masters que ça. Il y a des centaines et des centaines, il y a des milliers de masters qui existent. En droit, il y en a, je ne sais pas, plus de 400. C'est pas le problème, parce que comme je vous ai dit, nos clients, ils veulent un troisième cycle, point. En fait, moi, je serai jeune maintenant, je ne m'orienterai pas forcément vers des études supérieures. Pas forcément. En tout cas, pas jusqu'à plus 4, 5 et plus. Il y a un tas d'activités utiles économiquement en France actuellement, où n'importe quel jeune débrouillard peut très bien gagner sa vie et se mettre à son compte, faire plein de choses intéressantes. Bon, c'est classique, le boucher manque le bras, manger, etc. Il y a plein de choses à faire. Et je pense que
À cause peut-être des médias, à cause peut-être des professeurs, des médias comme je ne dis pas comme les autres, mais à cause d'un certain nombre de médias. Dans les familles, on pense que si le jeune ne fait pas les études supérieures, c'est déshonorant. Parce qu'en France, on voit très bon, d'abord effectivement